c'est la pénétration américaine, preuve que c'est possible. Mais partout ailleurs, en Afrique, aux Philippines, en Thaïlande, où les Hollandais sont très présents, ils n'arrivent pas à pénétrer. Pourquoi? Parce que là, ils se heurtent à la politique de la canonnière conduite par les empires européens. Et ils comprennent une chose dans cette période de la Société des Nations qui finit, on sait comment, par la destruction de la Société des Nations. Ils comprennent qu'il n'y a pas de politique étrangère sans armée. Et ça, c'est déterminant dans la réflexion des stratèges. Alors, on va en parler des stratèges. Qui sont les stratèges? Les stratèges aux États-Unis sont des gens qui ont des intérêts en Europe, en Extrême-Orient, et bien sûr aux États-Unis. Ils sont souvent basés aux États-Unis. C'est pas encore la mode pour les Américains de s'installer aux Bahamas. Et ce sont des financiers. Parce qu'on a vu que tout dépend de la finance. Quand on décide de renforcer pour des raisons de sécurité le détachement de protection présidentielle du président de la République à la Maison-Blanche et en déplacement, quand on décide de faire monter en puissance le Secret Service pour des raisons de sécurité du premier magistrat, tout passe par le Congrès. Et le Congrès vote un budget. Et le budget est employé suivant des directives, parce qu'il faut du matériel pour tous ces systèmes-là. C'est ça qui se passe aux États-Unis. Arrive une chose, une catastrophe. Ils ont joué avec la bourse. C'est la crise de 29. Et la crise de 29 a une conséquence très importante. Elle fait sortir des universités, le MIT par exemple, Harvard, elle fait sortir un truc qui est à peu près aussi exotique que l'agrégation de grammaire chez nous maintenant, c'est la science économique. La science économique, c'est pas une science, pas plus que la médecine. Comme la médecine, c'est un art. C'est ce que j'explique dans Menaces islamistes, parce qu'il faut faire un développement bien explicatif. La science économique, elle a un but, c'est de faire fonctionner les mouvements économiques et bien sûr financiers, ils ne s'en lient pas, au profit de l'homme en principe. Comme la médecine, le projet et l'objet de la science économique, c'est l'homme. C'est ça la téléonomie. Mais, à la différence de la médecine, la science économique, elle essaye de s'affranchir des contraintes de l'homme. Vous pensez bien que quand il s'agit de vendre un type de chemise avec un petit crocodile, je dis ça parce que c'est des braves gens, il faut que tout le monde aime le petit crocodile. Et si on tombe dans un pays où le crocodile est un animal banni, ça va pas. Il faut qu'on trouve un autre insigne. Ouais, non, mais ça c'est chiant. Il vaut mieux faire changer l'opinion du pays vis-à-vis du crocodile. Ah ouais. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est une des conséquences de la grande crise économique. La Deuxième Guerre mondiale, elle frappe l'Europe. Que font les financiers américains? Les Européens ont besoin de métaux non ferreux, cuivre, plomb, manganèse, ils ont besoin de pièces d'outillage, ils en veulent, pas de problème, on leur en vend. Ouais, mais malheureusement, les caisses des États sont rapidement vides. Je vous rappelle qu'à l'époque, la monnaie est indexée sur l'or. Mais la Banque centrale américaine, qui n'est pas con, quand elle reçoit des billets, elle veut la contrepartie en or. Ce qui fait qu'elle se crée des réserves de devises de pays européens en gonflant ses réserves d'or. Ah, ben oui, c'est astucieux, il y a les lois de cash and carry assèchent les banques centrales européennes. Pas question pour les Américains d'entrer en guerre, mais ils savent qu'il va falloir qu'ils y aillent. Pourquoi? Parce que leurs stratèges ont bien compris une chose. Les réserves d'or des pays riches européens ne sont pas éternelles. Staline a récupéré tout l'or de l'Espagne pour le mettre à l'abri. Et chez nous, c'est les Américains qui ont récupéré puisqu'ils nous vendaient des trucs. Donc, il va falloir trouver autre chose.
les stratèges investissent. Les bureaux d'études travaillent à plein régime, mais de 39 à 41, pas question, le Congrès ne veut pas se lancer dans la guerre. Donc les prototypes d'avions de combat sont prêts. Les prototypes de chars sont prêts. La Jeep qui apparaît en 1942, elle est étudiée depuis 1937. Au départ pour être un véhicule agricole, léger. Elle est prête. On la modifie pour qu'elle soit transportable, empilable l'une sur l'autre. On baisse le pare-brise, on dévisse le volant parce qu'il y a un seul écrou. On le pose sur le siège et on peut empiler 2 Jeeps l'une sur l'autre. On gagne de la place dans les bateaux. On prépare les Liberty Ships. Ce sont des cargos à usage unique. Ils partent des États-Unis, ils arrivent en Europe et là on les laisse. Fini, ils ne servent plus. Les Européens s'en serviront après la guerre. Ils les feront durer. Des trucs qui étaient faits pour durer 15 jours, 3 semaines, on les a fait durer des fois 10 ans. Alors je ne vous raconte pas la merde de l'Erika. Heureusement qu'ils transportaient encore rien d'intéressant. Donc. Mais voilà. Simplement, il faut que quelqu'un pull the trigger. Il faut que quelqu'un appuie sur le bouton pour que ça se déclenche. Les Japonais font ça très bien le 7 décembre 1941. Les États-Unis sont touchés presque chez eux. C'est ah ouais. Mais on leur a tué des boys. Alors là, plus question d'isolationnisme. Cette bande de face de citron va leur péter la gueule. Et comme, par tout un travail, les Allemands, les Italiens et les Japonais ont donné l'impression, ou peut-être on leur a fait donner l'impression, qu'ils avaient créé un axe du mal, tiens, ça vous rappelle rien ça? Eh bien, pas question de laisser seulement la guerre américaine vers l'Est. Il faut qu'elle aille en Europe aussi. D'autant plus que les stratèges avaient bien compris. Ils ont 3 marchés qu'ils veulent conquérir. En un, la Chine. Fabuleux. Ce qu'on a réussi au Japon, on va le faire en Chine. Donc, ils soutiennent la révolution chinoise contre l'Empire. Donc, l'Empire s'est effondré, mais il y a les guerres intestines. Et ils soutiennent celui qui va gagner. Chiang Kai-shek et son Kuomintang. Il va gagner, puisqu'il est en uniforme, il est militaire, il est de droite, donc il va gagner. Manque de peau, c'est pas ce qui se passe. Comme ils fournissent du matériel soviétique, ils se disent, après on va aller plus loin. Non, non, non. Les soviétiques, ils ont viré tous les spets étrangers. Hein. Il y a eu suffisamment d'actions russes dans les chiottes. Dans ma famille, on s'en servait pour tapisser les chiottes. Virés. Et les soviétiques ont payé les factures. Ils ont des réserves d'or assez importantes. Ils ont des réserves de pétrole importantes. Donc, ils ont dit non aux capitalistes. Ah, c'est chiant ça. Et donc, il est resté l'Europe. Oui, mais l'Europe, elle était exsangue. Pas totalement. Il y avait encore des trucs qui tenaient debout. 1943, c'est le changement radical en Europe. Stalingrad a eu lieu. Donc, on sait que les Allemands vont perdre la guerre. Il faut se dépêcher. Et à ce moment-là, c'est là que commencent les vagues de bombardement. Le B-17 Forteresse volante, qui emploie 3 tonnes, 1,5 tonne de munitions, c'est trop léger. On passe au B-29, 3 tonnes. Le B-29 amélioré, on arrive à 10 tonnes de munitions. Énorme, fabuleux pour l'époque. Ah oui. Seulement, c'est des nappes entières. Et on rase les villes. Hambourg, Brême, Dresde, Berlin, Leonberg. Alors qu'on avait essayé de viser plus ou moins des cibles en France, on ravage le Havre. Il va falloir tout reconstruire. Les financiers ont dit, d'accord, on va financer votre guerre. Ils ont dit, l'administration américaine de Roosevelt, on va financer votre guerre. Mais il faut qu'après, ce soit nous qui reconstruisions. Ils avaient en tête de mettre en place une espèce de New Deal qui avait relancé l'économie américaine après la crise de 29. Et ce New Deal, ça s'appellera le plan Marshall. Mais pour ça, il faut qu'il y ait tout à reconstruire. Pas que ces connards d'Européens, en utilisant des usines encore en état de fonctionnaire, mettent sur pied leur pays. Il faut que tout vienne de chez nous. On a des excédents à vendre. Et c'est ça. 43, c'est le changement. Et vous savez, ça a été efficace. On a inventé des tas de saloperies. On parlera encore de ce colloque des saloperies qui nous tombent sur la gueule. Mais le napalm est inventé à cette époque.
Est-ce que vous avez conscience du fait que le napalm, à Tokyo, en 5 jours de bombardement, nuit et jour, a tué 2 millions de personnes? Alors que Hiroshima plus Nagasaki mélangés, c'est pas 500 000. Eh oui. Et voilà. On arrive donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, Roosevelt meurt de son cancer après avoir, à la suite de Yalta, envisagé, avec les soviétiques et les anglais, la création de l'ONU. La SDN, c'est pas eux qui l'avaient créée. Ça s'était créé, ils en avaient fait partie, mais c'était à Genève. Genève, c'est chiant, hein. C'est pas à l'heure les États-Unis. Il faut veiller. Alors, non. Les Nations Unies se créeront. La charte va être signée, mais elle est sur pied, elle est signée. Et en attendant de trouver une ville, on s'installe à Los Angeles. Los Angeles, c'est un peu trop loin de l'Europe. Décalage horaire, 3 fuseaux horaires aux États-Unis. On va mettre sur la côte Est, près de la civilisation, près de Boston, et près de la capitale économique. Alors on va mettre dans la capitale économique des États-Unis, on va mettre ça à New York, et on met ça à New York. Et c'est comme ça que les Nations Unies s'installent à New York. Rockefeller ayant offert généreusement l'emplacement où est monté l'immeuble. Et voilà comment les Nations Unies, la nouvelle Société des Nations, s'installe à New York. Seulement, Roosevelt mourant, arrive Truman. Truman fait une déclaration. Celle-là, elle ne passe pas inaperçue. Il dit, sortant de la Deuxième Guerre mondiale, la vraie guerre sera économique. Le pays qui la gagnera sera celui qui maîtrisera la création, la production et la diffusion de l'image animée en couleur. Ah, tout le monde pense au cinéma. Ouais, c'est vrai. Il faut voir combien, moi, quand j'étais gosse, on en laissait encore plein la tête. La télévision, elle était en noir et blanc encore. Je suis certainement perdait un peu. Mais des films comme Les Ailes de l'Espérance que j'ai été voir, c'était les bons Américains. Alors c'était partout, hein. Dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était les héros. La Corée aussi, c'était les héros. Mais bien sûr que c'est important et qu'ils accordent de l'importance au cinéma. C'est pour ça qu'il y a le McCarthyisme qui s'attaque à Hollywood. Actors Studio. Mais on n'a pas tout vu. Qu'est-ce que je vous ai dit? La science économique, l'homme l'emmerde. Il faut façonner l'homme. On va le façonner avec les modes. Et il y a un nouveau truc qui apparaît, c'est les réclames. Et les réclames, elles créent des besoins. Non, elles créent des envies en les présentant comme des besoins. Et voilà, c'est le début de la pub. Alors regardez une pub maintenant pour une malbouffe merdique de céréales, dans lesquelles il y a plein de sel, on n'est pas sûr qu'elle ne soit pas transgénique, enfin je ne vous raconte pas le merdique. La céréale peut changer de nom d'un pays à l'autre. Il suffit de 3 ou 4 paquets dans le studio. Mais la couleur du paquet, c'est les mêmes. Le décor du studio est toujours le même. Neutre. Inculturel. Et le gosse change. Mais de toute façon, vous voyez bien que c'est du doublé. Regardez les machins surprises, là, les Kinder Surprise par exemple. Le gosse, on croirait une série télévisée de la 6. Il parle, et le son vient après. Mais ce qui est intéressant, parce que moi je me suis finalement pas mal baladé, j'ai été en Palestine, j'ai été dans les pays arabes, j'ai été en Extrême-Orient. Sur les canaux de télévision locaux, le gosse, la pub, la musique, vous le retrouvez. Bon, la parole, on ne comprend pas toujours. Hein. Quand il parle en khmer, je ne comprends pas. Quand il parle en vietnamien, je ne comprends pas. Mais je sais de quoi il s'agit. Même si c'est plus le même produit, enfin si c'est pas le même, c'est pas la même écriture, je sais de quoi il s'agit. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que le gosse, suivant qu'on est chez des bridés, le gosse il sera bridé. Suivant qu'on est chez des blonds, en Europe du Nord, il sera blond, en Italie, il sera brun. En pays arabe, il aura une bonne gueule de bougnoule. Mais il est toujours habillé pareil.